J'aurais pu commencer cette présentation en citant les mots de Victor Hugo dans Les Misérables. Rien n'éveille un souvenir comme une odeur. J'aurais pu opter pour ces fameux vers de Baudelaire qui chantent, comme Isabelle vient de le faire, un vieux flacon qui se souvient, d'où jaillit toute vive une âme qui revient. J'aurais pu, cela va sans dire, vous parler de Proust et de sa Madeleine trempée dans l'infusion de tilleul qui ressuscite l'édifice immense du souvenir. J'aurais pu. Mais j'ai choisi à la place d'opter pour quelque chose à la fois de moins canonique et de plus contemporain, en prenant pour point de départ la dernière chanson d'Orelsan, La Quête, qui s'ouvre sur ces mots « Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler ». L'avenir nous dira si ces mots sont appelés à la même postérité que ceux d'Hugo, Baudelaire ou Proust. Cette odeur de pâte à modeler dont parle Orelsan, elle est souvent évoquée parmi les parfums d'enfance, ces fragrances qui ont le pouvoir de nous catapulter dans le passé en une inspiration. Nous avons tous des odeurs qui nous ramènent ainsi à un moment précis de notre existence, qui ressuscitent non seulement l'atmosphère olfactive, mais aussi le cadre et les émotions associées à ce moment révolu, ainsi que les personnes avec qui nous l'avons partagé. La plupart de ces odeurs sont individuelles, propres à chacun, mais certaines sont culturellement inscrites, ce qui signifie qu'elles fonctionnent à l'échelle d'une culture pour les personnes issues d'une même génération, comme par exemple l'odeur de la colle Cléopâtre ou encore celle des stencils. Autant dire que cette dimension mémorielle collective confère de la valeur à l'odeur. Une senteur qui fait office de machine à remonter le temps, c'est précieux, tant pour ceux qui la produisent que pour ceux qui l'utilisent. Se pose alors la question de la protection et de la préservation. Comment assurer l'authenticité et la pérennité de cette odeur si reconnaissable et si appréciée? La marque Hasbro, qui produit la pâte à modeler Play-Doh, a répondu à la question de la protection en enregistrant l'odeur spécifique de son produit auprès de l'Office américain des marques et des brevets, l'USPTO, en 2018. L'odeur y a été enregistrée grâce à une description textuelle qui prend la forme suivante. Il s'agit d'une odeur de vanille, douce et légèrement musquée, avec des notes légères de cerise, combinées à l'odeur d'une pâte salée à base de brie. Je ne sais pas si vous sentez la pâte à modeler. Mais cette protection légale n'est pas forcément celle qui intéresse le consommateur. Ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir retrouver à volonté cette odeur, d'avoir son enfance à portée de main, de pouvoir la revisiter quand il le veut, d'une simple vaporisation. C'est pourquoi Hasbro s'est aussi associé à la marque new-yorkaise Demeter pour créer, à l'occasion des 50 ans de sa célèbre pâte à modeler, un parfum qui en reproduit l'odeur. Il s'agit d'un parfum destiné aux adultes qui se présente comme « a reminder of their youth », un rappel de leur jeunesse. Par sa puissance mémorielle, sa capacité à stimuler les zones du cerveau liées à la mémoire et à l'émotion, d'autres vous en parleront nettement mieux que moi, le parfum permet donc assez littéralement de mettre le passé en bouteille, de façon à pouvoir y accéder en tout temps et en tout lieu. La prise de conscience de cette puissance mémorielle n'a évidemment pas attendu Orelsan ou Hasbro pour se révéler. Comme en témoignent les citations d'Hugo ou de Baudelaire que j'ai mentionnées il y a quelques instants, le XIXe siècle est extrêmement conscient de cette dimension réminiscente. Elle fait d'ailleurs l'objet d'une importante théorisation et conceptualisation à l'époque, puisqu'on cherche à décrire le plus précisément possible le phénomène. C'est notamment le cas d'un certain Dr Ullmann, qui, dans un article pour la revue Academos, propose la notion de choc olfactif pour décrire la façon dont les odeurs, je le cite, par la mémoire, entrent dans ce trésor psychologique qui sommeille en chacun de nous, constitue comme une réserve latente, d'où jaillit au moindre choc la gerbe sensorielle, le faisceau d'idéalisation, le concept qui nous surprend. L'image est déjà proustienne. La question qui se pose alors aux osmophiles du XIXe siècle est la même que celle que se posent Hasbro et les amateurs de pâte à modeler. Comment préserver cette odeur? Comment assurer sa conservation et avec elle, celle de l'émotion qu'elle véhicule? La solution la plus évidente est là encore celle de la mise en bouteille. Il s'agit de transformer l'odeur en parfum, de perpétuer le moment en capturant l'arôme. Cette dimension transparaît largement dans les discours qui entourent le monde de la parfumerie au XIXe siècle.
Le parfum y est célébré comme la capacité à éterniser ce qui est par définition fugace, qu'il s'agisse du printemps, de l'éclosion d'une fleur ou même de la jeunesse. Cette dimension transparaît notamment dans les mots d'un autre médecin, Hippolyte Cloquet, dans sa fameuse Osphrésiologie de 1821, où il dit à propos de la parfumerie: « L'homme a trouvé l'art de rendre fixe, d'arrêter, d'emprisonner ce principe odorant des plantes, cet esprit fugace et léger qui s'évapore et passe avec la promptitude de l'éclair. Respirer une fragrance revient donc à accéder à un éternel printemps. » Dans un des fameux quatrains qui célèbre le savon Congo de Victor Vessier, une certaine Hubertine de Hell vante de même l'aptitude du parfumeur à encapsuler un univers entier dans un pain de savon. Oh, pardon. Dans ce savon léger de 100 grammes à peine, Vessier sut enfermer tous les dons du printemps, tous les parfums des fleurs dont la Provence est pleine, avec l'heureux pouvoir de nous rendre 20 ans. Ici, le parfum rend possible un double décalage, à la fois temporel, il nous ramène à nos 20 ans, et géographique, nous nous sommes catapultés en Provence. Il s'établit en outre un fort contraste entre la petitesse de l'objet, un modeste pain de savon, et l'intensité de l'expérience vécue, nous permettant de renouer avec le choc olfactif du Dr Ullmann. Les parfumeurs jouent évidemment aussi de cet imaginaire. La maison Guerlain lance ainsi Le bon vieux temps, aux effluves de musc et de pot-pourri en 1901, et Vague souvenir, un aldéhydé aux notes de pêche, de gardénia et de prune en 1912. Et on peut noter au passage qu'aujourd'hui encore, cette dimension est largement mobilisée dans le discours des marques, par exemple par la maison Gucci, qui présente sa création Mémoire d'une odeur comme, je cite, « transcendant les frontières du temps ». Retournons au XIXe siècle pour constater que cette dimension évocatoire est également rapidement mise à profit par les manuels de savoir-vivre et par la presse féminine. Si le parfum est la voie d'accès au souvenir, alors il peut rendre la femme inoubliable. Il se développe alors un véritable art du sillage qui vise à enseigner à l'élégante comment implanter à coup sûr un souvenir olfactif dans la mémoire de ses nombreux admirateurs. Cette stratégie est particulièrement développée par la chroniqueuse qui cite Violette dans son ouvrage L'art de la toilette, bréviaire de la vie élégante. La citation est un peu longue, mais il me semble qu'il vaut la peine de la lire en entier. Pour conserver un parfum doux, égal, cette exquise senteur de la femme élégante qui la suit partout, laissant derrière elle une suave atmosphère, sillon embaumé pareil à celui que laissent les fleurs dans la brise, un soin sera nécessaire. Il faudra que, chaque matin, la femme de chambre vaporise sur les vêtements l'essence choisie par sa maîtresse. Le manchonnet, le manteau, le bord des jupons devront être particulièrement imprégnés. De cette façon, la femme passera, et lointainement, tandis qu'elle s'éloignera, baignée dans la fuyante lumière qui estompe son profil charmant, impalpable poussière et enivrant arôme, le flottant souvenir de sa grâce victorieuse demeurera, marquant sa trace fugitive, fixant en l'atmosphère ensoleillée ses traits divins, la mémoire harmonieuse de sa vision enchanteresse. Elle a fui, mais tous se souviendront qu'elle a passé. Il s'agit ici véritablement d'un mode d'emploi pour instrumentaliser la mémoire olfactive. Moyennant un rituel certes un peu contraignant et la présence d'une femme de chambre, la femme s'assure que personne dans l'assistance ne pourra plus sentir le parfum en question sans penser à elle. Il s'agit donc là encore d'une façon de s'assurer de la pérennité du souvenir olfactif en créant artificiellement, ou du moins en conscientisant, les conditions optimales pour son encodage. La thématique du parfum mémoriel ne reste évidemment pas confinée au discours médical, mondain ou promotionnel. Elle gagne rapidement la littérature, où elle connaît un tel développement qu'elle vire rapidement au cliché. On ne compte plus en effet les personnages qui, exposés à un soudain effluve, revisitent leur passé, revivent un épisode d'enfance ou sont visités par le fantôme d'un vieil amour. La réminiscence olfactive constitue donc un moment attendu des textes, mais aussi un moment de bravoure, qui pose aux écrivains un véritable défi. Comment rendre compte par les mots, c'est-à-dire forcément par le biais d'un médium qui se développe dans le temps, un mot après l'autre, du caractère immédiat, intense, non médié de la réminiscence olfactive? Comment exprimer ce sentiment doux amer,
L'historien de l'art Jim Drobnik propose la notion de nosalgie pour en parler, sentiment doux amer donc qui caractérise le souvenir olfactif. Bref, comment trouver les mots pour dire l'odeur? Vaste question. Maupassant notamment va relever le défi et livrer sinon un véritable mode d'emploi, du moins une forme de typologie détaillée de la réminiscence olfactive dans son roman Fort comme la mort. Il, c'est-à-dire Olivier Bertin, le protagoniste du texte, cherchait pourquoi avait lieu ce bouillonnement de sa vie ancienne, que plusieurs fois déjà, moins qu'aujourd'hui cependant, il avait senti et remarqué. Il existait toujours une cause à ces évocations subites, une cause matérielle et simple, une odeur, un parfum souvent. Que de fois une robe de femme lui avait jeté au passage, avec le souffle évaporé d'une essence, tout un rappel d'événements effacés. Au fond des vieux flacons de toilette, il avait retrouvé souvent aussi des parcelles de son existence. Et toutes les odeurs errantes, celles des rues, des champs, des maisons, des meubles, les douces et les mauvaises, les odeurs chaudes des soirs d'été, les odeurs froides des soirs d'hiver, ranimaient toujours chez lui de lointaines réminiscences, comme si les senteurs gardaient en elles les choses mortes embaumées, à la façon des aromates qui conservent les momies. Alors nous avons ici affaire à un passage extrêmement riche, que l'on pourrait commenter longuement. Je me contenterai de relever qu'il présente 3 types de souvenirs qui correspondent peu ou prou à autant de modes de conservation. Le premier type renoue avec cet art du sillage développé par les manuels de savoir-vivre. Il survient lors de la rencontre fortuite avec une passante et met en exergue l'opposition entre le caractère ténu de ce souffle évaporé d'une essence et l'intensité du ressenti. Ce type de réminiscence est stimulé par les parfums des gens que l'on rencontre. On peut donc supposer qu'il fait remonter des souvenirs sociaux, amicaux ou plus vraisemblablement amoureux. Le deuxième type de souvenir est celui des vieux flacons de toilette qui contiennent des parcelles de vie. Il joue sur l'idée du souvenir qui serait à disposition sur une étagère. Là où le précédent type était fortuit, dépendait d'une rencontre, celui-ci peut être volontaire. La mémoire demeure présente à l'état latent jusqu'à ce que l'on décide de l'activer en ouvrant le flacon et en respirant le contenu. C'est ce qu'Isabelle Chazot appelle joliment la rêverie du flacon. Le cabinet de toilette se mue alors en une forme de biographie olfactive où chaque bouteille correspond à une époque susceptible d'être revisitée en souvenir. Les odeurs mentionnées correspondent toutes à un usage personnel. Il s'agit de parfums dont Olivier Bertin a fait usage à un moment ou à un autre de sa vie. La réminiscence prend donc la forme d'une plongée dans les archives du moi, un retour à celui que j'étais dans le passé. La troisième et dernière modalité est moins spécifique, puisqu'elle recoupe une grande diversité d'odeurs et met en évidence le fait que n'importe quelle fragrance peut devenir vecteur de souvenirs en fonction de l'expérience individuelle. Toutes les odeurs mentionnées sont cependant dites errantes, c'est-à-dire qu'il s'agit de parfums d'ambiance, si je puis dire, d'odeurs propres à des endroits. Les souvenirs qu'elles évoquent sont donc ceux liés à des lieux spécifiques. À travers cet extrait, nous avons donc des effluves qui rappellent des gens, des effluves qui rappellent un ancien moi, et des effluves qui rappellent des lieux, ces différentes facettes du passé étant plus ou moins faciles à revisiter. J'aimerais à présent m'arrêter sur la dernière image du texte, celle qui présente le souvenir comme une forme de momie préservée par les parfums. Cette image correspond certes à l'utilisation séculaire des aromates comme instrument de conservation des chairs et plus largement comme élément important des rites funéraires. Mais il s'agit aussi d'une image très commune dans la littérature fin de siècle. Je vous en donne rapidement 2 exemples. Le premier est tiré du poème Les Parfums d'Anna de Noailles, dont le premier quatrain affirme « Mon cœur est un palais plein de parfums flottants qui s'endorment parfois au prix de ma mémoire, et le brusque réveil de leur bouquet latent, sachet glissé au coin de la profonde armoire, soulève le linceul de mes plaisirs défunts et délie en pleurant leur triste bandelette. » La réminiscence prend ici la forme d'une résurrection, mais d'une résurrection largement mélancolique, qui fait davantage éprouver le sentiment de la perte que celui d'un passé intact, miraculeusement retrouvé. Même chose, quoique un peu plus tardivement, chez le poète lyonnais Émile Livet, qui dans son poème Résurrection écrit « Mon cœur est un tombeau rempli de senteurs fortes, senteurs d'ambre ou de musc, de vigne ou de houblon. Dans l'ombre j'ai jeté mes illusions mortes, et mon cœur est fermé d'une dague de plomb. » Et je passe directement au dernier quatrain.
Mais de mon cœur, quel Dieu brisera les tablettes? Quel Dieu voudra lever la dalle et les parfums? Quel Dieu de mes amours autant les bandelettes, ressusciter enfin tous mes espoirs défunts? Cette omniprésence de la mort, de l'oubli, du dessèchement dans le traitement littéraire du souvenir olfactif mérite qu'on s'y arrête. Elle a, selon moi, plusieurs explications. La première, c'est qu'elle met en évidence la dimension trompeuse de la réminiscence, la fausse joie qu'elle fait naître, comme je le soulignais déjà au sujet d'Anna de Noailles. La conscience que le passé est irrémédiablement perdu est d'autant plus forte que ce passé a semblé renaître l'espace d'un instant. Mais cette référence constante à la mort amène aussi à s'interroger sur la capacité de l'odeur à véritablement faire naître un souvenir vivace, et ça de manière pérenne. Le parfum est peut-être la voie d'accès la plus directe au passé, mais il est lui-même périssable. Tout effluve n'est pas reproductible, surtout à l'époque, et certaines odeurs du passé sont ainsi irrémédiablement perdues. Même lorsque la senteur a pu être préservée, elle demeure fragile. Le parfum peut s'éventer ou tourner, le flacon peut se briser, la formule disparaître. La préservation de la mémoire par le parfum se double donc d'une seconde question, celle de la préservation du parfum pour conserver cet accès à la mémoire. Les écrivains du XIXe siècle, qui n'avaient pas la chance de connaître l'osmothèque, sont nombreux à souligner cette fragilité du parfum et à pleurer dans leurs pages une double perte, celle de l'odeur et celle du passé. Ce lamento est particulièrement présent dans un poème de Jean Mariel datant de 1904 et sobrement intitulé « Parfum », dont je vous lis le premier quatrain. Ressouvenirs troublants liés au parfum mort, quel art subtil ou quelle puissante magie un jour saura rendre la vie au charme évocateur de vos accords. Mariel s'inquiète ici de l'absence d'un art qui soit capable d'enregistrer et de restituer le souvenir olfactif. Les mots et les couleurs peuvent être préservés par la littérature et la peinture, les sons par la musique. Mais vous, plus pénétrant et plus évocateur que les formes et les couleurs et que la musique elle-même, ô muette harmonie, ô parfums adorés, rien ne sauvera donc votre charme suprême de la nuit où bientôt vous vous engloutirez. Pour bien souligner l'ampleur de la perte, le poète s'attache ensuite à lister ces effluves disparus ou sur le point de disparaître, passant ainsi en revue les différents types de réminiscences olfactives. Il évoque tour à tour les parfums de la nature, ceux de l'enfance, ceux associés aux premières amours, aux êtres que l'on a perdus, ceux des voyages lointains, de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Orient. La dernière strophe vient récapituler ces différents pouvoirs de l'odeur et réaffirmer la morosité qui accompagne la certitude de leur disparition. Je cite juste les 3 derniers vers, qui reprennent les premiers. « Quel art des jours futurs, subtil et magnifique, maître enfin du secret de vos forces troublantes, saura vous ranimer, parfums évanouis. » Ce poème est assez ambivalent. Il affirme que seul un art nouveau, un art du futur, sera en mesure de ressusciter les parfums de jadis. Dès les premiers vers, il exclut que la littérature puisse remplir ce rôle, puisqu'il la cantonne à enregistrer la mémoire des mots et non celle des odeurs. Mais dans le même temps, cependant, Mariel s'efforce, et ce quand même durant 136 vers, de recapturer ces différentes senteurs ainsi que les souvenirs qu'elles font naître. Le poème se fait donc en quelque sorte mentir lui-même, puisqu'il parvient à faire renaître, fût-ce de manière imparfaite, ces parfums évanouis et toutes leurs évocations. Cette forme de réminiscence olfactive par prétérition, si je peux utiliser cette formule un peu barbare, est assez fréquente dans la poésie de l'époque. On la retrouve notamment chez Albert Samin, qui écrit dans un vers que je trouve magnifique et qui donne d'ailleurs son titre à ma présentation, « Je voudrais, convoitant l'impossible en mes vœux, enfermer dans un verre l'odeur de tes cheveux. » Samin rêve d'une forme de préservation à l'abri des dommages du temps, en faisant du texte le réceptacle de cet élément tellement volatile qu'est la senteur. L'entreprise est qualifiée d'impossible, les limites de la langue française se heurtant au caractère indicible de l'effluve. Et pourtant, là encore, par une forme de prétérition, Samin réalise ce qu'il prétend ne pas pouvoir faire, puisque les vers évoquent bel et bien la chevelure embaumée de la femme aimée et préservent ainsi son souvenir. Pour conclure, on constate donc que la littérature entretient un rapport ambivalent par rapport à la parfumerie dans son rapport à la mémoire. D'une part, les écrivains reconnaissent que rien n'égale l'intensité et la fraîcheur du souvenir olfactif.
Ils en déplorent la perte irrémédiable, sans présenter ouvertement la littérature comme un mode de préservation alternatif. Mais d'autre part, en évoquant avec regret ces senteurs disparus, ils démontrent, presque par la négative, leur capacité à suggérer à leur lecteur et à faire renaître chez lui des évocations similaires, propres à son vécu individuel. Il s'établit donc une forme de saine rivalité, parlons plutôt d'émulation, en vertu de laquelle la littérature tente de se substituer à la parfumerie comme moyen de préservation du passé et du parfum, et de tout ce qui est associé. Pour revenir à notre point de départ, on peut donc se demander si les paroles d'Orelsan ne constituent pas aussi, comme la protection légale et comme le parfum Déméter, une façon complémentaire de préserver l'odeur de la pâte à modeler, ou pour le dire avec les mots d'Albert Samin, d'enfermer dans un verre l'odeur de notre enfance. Je vous remercie de votre attention.